On va continuer sur notre lancée de la dernière fois concernant la ville durable. Donc, on avait exposé tous les référentiels et puis les cibles, les accompagnants. Et maintenant, je vais attaquer la partie architecturale et ce que j'entends par architecture environnementale et puis ses référentiels. Donc, pour moi, l'architecture environnementale, il s'impose à continuer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, du point de vue de la perception esthétique du bâtiment, de son fonctionnement, de son rapport à l'environnement, et puis l'économie de ce bâtiment-là, et puis de l'autre côté, tout ce qui se rattache à la technique, à son usage. Donc l'architecture environnementale, c'est elle qui nous permet de connaître l'ensemble des relations qui existent entre les gens, les plantes, la faune, la lumière, l'air, l'eau et la température. En général, quand on attaque l'architecture, on retranche la parcelle à la terre. Donc, ce que j'appelais une opération qui nous permet d'inventer le paysage. Donc, le fait de retrancher une parcelle à la terre, on lui rend cette parcelle-là sous forme minérale. Mais ce qui va nous rattacher à cette nature-là, c'est le toit. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le toit? Le toit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cinquième façade. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de ce toit-là, toute la philosophie de l'architecture se met en place. Donc, par définition, le toit, il emmagasine jusqu'à 45% de la température. Donc, toute la surchauffe du bâtiment, elle vient du toit. Le bâtiment, dans sa logique intrinsèque, il tue. Donc, il y a beaucoup de morts issus de la manière soit de vivre dans le bâtiment, soit même au niveau de sa construction. Donc, il a un impact sur la santé et sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Et tous les impacts qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle d'un bâtiment, c'est que la sommation de ces ensembles d'impacts, ils ont un impact global sur l'ensemble de l'environnement. Le bâtiment, il consomme plus de 50% de l'énergie fossile. Et puis, il produit plus de 50% du déchet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'architecture environnementale, elle est tout à la fois, donc vernaculaire, régionale, moderne, postmoderne, et puis solaire, et puis climatique, domotique et technologique. L'essentiel, c'est effectivement son rapport à l'environnement qui nous importe, quelle que soit la façon de la concevoir. Donc, comme la manière de concevoir la ville ou l'écoquartier, elle se décline en 5 référentiels. Le premier, qui est l'éco-construction, elle émane de l'éco-gestion du territoire. Et puis les autres, c'est à peu près la même chose, mais ils sont à l'échelle du bâtiment lui-même, c'est-à-dire la gestion de l'eau, l'énergie, les déchets, et puis le confort, et puis la santé, le management environnemental. Donc, je vais décliner ces référentiels et leurs cibles. À chaque fois que vous ramenez sur un bâtiment, c'est un corps étranger. Il s'est passé quelque chose par rapport à son site. Donc, il y a une intégration par rapport à ce site d'accueil. Donc, dans plusieurs couches qu'on va mettre en place, et que la forme du bâtiment, elle va effectivement décoller de l'ensemble des contraintes du site. Donc, dans un premier temps, c'est que ce site, il a une histoire, soit une histoire physique, soit une histoire sensible. Donc, il existe des logiques de paysage qu'il faut mettre en place, des systèmes écologiques à déterminer, des relations entre le sol et le sous-sol, donc par rapport aux études des nappes, et puis de la goutte d'eau, la course du soleil qui est très très importante pour l'économie de l'énergie, et puis toute la partie relief et les masques, et vous avez la rose des vents. Ce bâtiment-là, comme je dis toujours, que l'architecture est par définition contre nature, donc il faut l'isoler par rapport aux éléments. Donc cette isolation est déterminée dans sa durabilité même et dans la forme de son enveloppe. Donc il y a le système constructif qui va effectivement le tenir, et puis comment ce système constructif se comporte par rapport à l'extérieur pour éviter les ponts thermiques. Et puis cette enveloppe, elle doit, dans sa partie extérieure, être ventilée
avec soit une double peau, ou qu'importe. Il existe aujourd'hui des procédés qui nous permettent d'arriver à ventiler le bâtiment au niveau de ses façades sans se ruiner. Et ce bâtiment-là, il faut l'orienter vers son ultime recyclage. Donc l'architecture sèche aujourd'hui, elle est à l'honneur dans le sens qu'on peut plus tard déboulonner l'ensemble du bâtiment et puis le transformer. Ce bâtiment-là qu'on est en train de construire, il aura plusieurs vies. Donc il y a la notion de nomadisme à l'intérieur du bâtiment, il y a la notion de l'évolution sociale par rapport à la pratique de ce bâtiment-là, c'est-à-dire il y a un moment, on est 2 personnes, on est 4 personnes, et après les enfants sont grandis, on se trouve à 2. Ce cycle de vie dans le bâtiment, il faut le prendre en considération dans son évolutivité sans remettre en question son rapport à l'environnement. Donc, une fois qu'on a mis en place la conception, viendrait la réalisation. Donc, la réalisation au niveau du chantier, elle est très importante dans la maîtrise de l'ensemble des déchets, c'est-à-dire qu'un bâtiment dit architecture environnementale, il faut qu'il recycle son chantier à environ 70 à 80%. Donc, limiter la pollution de l'air, des nappes, tout ça, on le connaît. L'importance de l'eau dans un bâtiment. Comme on a dit la dernière fois, qu'il faut régler tous les problèmes par rapport à l'unité, donc par rapport au bâtiment lui-même, et ne pas généraliser l'ensemble des problèmes à l'ensemble de l'opération. Donc, tout démarre avec le toit, et qu'on peut récupérer l'ensemble des eaux, et puis qu'on peut, des toitures, et on peut les traiter ou les stocker, soit dans des bacs à eau, soit dans des citernes qui sont réservées à cette logique. Les eaux usées, la facture d'eau des toilettes, elle arrive à hauteur de 50% à peu près. Donc aujourd'hui, on est capable de faire cette économie-là par la création de mini-stations de traitement qu'on peut mettre dans le sous-sol, qu'on peut mettre sur le bâtiment, qu'on peut mettre dans les allées et qui peuvent nous permettre de traiter l'ensemble des eaux usées. J'en avais décrit la dernière fois le principe, hein, et là je vais voir tout à l'heure des images dessinées de cette mini-station. Donc le principe, c'est de récupérer l'ensemble de ces eaux-là, donc les ramener vers les toilettes. Ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de l'eau soit à double flux. Donc, vous avez l'eau qui arrive du concessionnaire et vous avez l'eau qui arrive de l'administration. Et vous jonglez entre les deux. Le troisième point, le plus important, c'est la consommation d'énergie dans un bâtiment. Donc, il faut qu'on s'oriente vers des bâtiments à énergie positive. C'est-à-dire qu'il doit non seulement consommer sa propre énergie, mais en même temps en produire et la mettre sur le réseau. Donc, la manière la plus simple, c'est photovoltaïque sur le toit, soit dans des ballons individuels qu'on peut mettre dans le sous-sol, soit carrément photovoltaïque directement jonglé avec la toiture végétalisée ou autre. Et il faut éviter, à mon avis, la chose la plus importante, c'est la tache solaire. Donc la tache solaire, quand vous avez un vitrage, ce vitrage-là, il va ramener la température vers l'intérieur et il va augmenter la température de 30%. Donc, on peut avoir des casquettes solaires qui peuvent être aussi des cellules photovoltaïques. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir une autonomie électrique dans le bâtiment. Et puis, on a la logique de la cible numéro 1 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous permet la ventilation naturelle. Donc, par cette ventilation naturelle au niveau de l'implantation du bâtiment par rapport à la hausse du vent, comme je dis la dernière fois, il existe 2 types d'accélérateurs du vent par rapport, soit vous avez 3 mètres secondes, donc c'est agréable pour le corps, soit vous avez vers le toit 5 mètres secondes, et là vous pouvez recourir à l'énergie éolienne. La problématique de la ventilation, elle nous oblige quelque part à avoir des bâtiments qui sont traversants, de manière à ventiler de part et d'autre, et puis profiter de la géothermie du sol. Donc moi je parlais la dernière fois du puits marocain, puis par commodité on parle du puits provençal ou bien du puits canadien.
Ça veut dire que, comme j'expliquais la dernière fois, on peut aller vers le nord, récupérer l'air et puis la faire traverser entre 35 et 45 mètres sous le sol. Et puis par l'aspiration de la, je veux dire, de la cheminée, c'est-à-dire que l'escalier peut être 7 tours avant, et après on peut ventiler l'ensemble des locaux. Ce qui est important dans notre loi sur l'efficacité énergétique, c'est qu'il nous oblige non seulement à ne pas consommer de l'énergie, donc ne pas chauffer l'hiver et ne pas climatiser l'été. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, l'enveloppe, il faut isoler et on peut travailler, comme je disais la dernière fois, avec la lame d'air. Donc, la lame d'air, au niveau de la périphérie du bâtiment, on peut avoir, je veux dire, 5 à 10 cm. Et puis, avec parpaing, briques classiques, comme on fait effectivement au niveau des murs extérieurs, on peut arriver à 40 cm au niveau de l'épaisseur et on peut isoler avec cette lame d'air. Une fois qu'il est orienté sud, l'air il va chauffer, donc il va se déplacer, donc il sera en mouvement et il y aura un échange entre le nord, le sud et puis l'est et l'ouest. Et ça, c'est très important, ça nous permet de s'affranchir de l'orientation dans un bâtiment. Autre chose, puisqu'on va travailler le puits marocain ou le puits canadien, donc ça va nous ramener cette terre qui est rafraîchie à partir de la géothermie du sol, à partir du faux plafond. Donc, par système de convection, donc le faux plafond il n'est pas gratuit comme on a l'habitude de le dessiner, ça s'arrête là, mais il peut avoir un rôle et une ventilation latérale par convection. Les murs, je n'ai parlé, c'est-à-dire avec la lame d'air, et on peut utiliser au niveau du sol un serpentin. Donc, on peut encore utiliser la géothermie de l'eau, c'est-à-dire en creusant un puits. L'eau du puits, elle est fraîche, l'hiver, elle est chaude. Donc, on peut ramener par une pompe avec juste un tuyau d'arrosage. On peut le mettre au niveau de la dalle de compression, au niveau du plancher. Et là, on a le plancher qui, effectivement, soit qui chauffe ou refroidit. Et vous avez les murs latéraux avec la lame d'air. Et vous avez le plafond qui va ramener la géothermie du sol par convection. Et voilà les 4 parois qui sont complètement isolées. La chose aussi la plus importante, on peut économiser jusqu'à 100% de la facture, je veux dire, en matière de déchets, soit au niveau transport, soit au niveau de la valorisation des déchets et au niveau du trait sélectif. On a tous construit des immeubles, effectivement, avec des locaux techniques. Donc, ce local poubelle, plutôt, il permettra de faire le trait sélectif en séparant tout ce qui est papier, tout ce qui est verre, carton et autres, où nos déchets ils sont plus organiques, donc ils contiennent jusqu'à 80% d'eau. Donc, on peut les presser et fabriquer des briques, et que ces briques-là, on peut les incinérer dans ce local poubelle. Donc, l'avantage, c'est de fabriquer sa propre cendre minérale, qui sont des engrais qu'on peut utiliser dans les jardins ou bien que pour vendre. Donc, il y a une valorisation de déchets qui est très, très importante. L'autre chose, c'est-à-dire quand on a chauffé cette brique, quand on l'a incinérée, on peut avoir de la température qu'on peut injecter dans la lame d'air avec un échangeur. Donc, ça permet de chauffer ou de l'utiliser pour la pompe à chaleur pour l'extérieur. L'éco-gestion du confort, de la santé, c'est ce qu'on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire il faut travailler l'hygrométrie de l'air, donc comme ce que faisaient les anciens avec le malqaf ou le menzel de Marrakech, le malqaf égyptien, c'est-à-dire on peut ramener avec des tours avant de l'air, on peut mettre une petite fontaine et puis on a cette brise hygrométrique qui est très importante. L'acoustique, malheureusement, au Maroc, on n'a pas de réglementation acoustique et qui nous est obligé par un zonage des locaux. Et par contre, on peut s'inspirer de la réglementation étrangère pour faire des zonages. En tout cas, si on fait la haute qualité environnementale et on veut certifier son bâtiment, on est obligé d'avoir un zonage acoustique. L'optimisation de l'éclairage naturel, donc automatiquement profiter de la course du soleil et puis essayer d'avoir un maximum d'éclairement de tous les locaux. Les conditions sanitaires, la chose aussi la plus importante, donc au niveau de l'eau chaude surtout,
il faut éviter la légionellose. La légionellose, c'est quoi? C'est une bactérie qu'on appelle la légionnelle et qui existe dans les réfrigérants. Ça veut dire qu'il faut chauffer toujours à 60 degrés ou bien stocker à 60 degrés et distribuer à 50. Parce que la bactérie, il meurt à 60 degrés. Donc ça, c'est quelque chose de très important en matière de santé sanitaire. Autre chose, quand on fabrique un double vitrage, il faut éviter le radon. Le radon, c'est un gaz radioactif interdit, je veux dire, en France. C'est le verre casse. Ce gaz-là, il sera inhalé et puis il peut causer le cancer. Comme par exemple, nous avons aussi des zones granitiques, parce que le radon, il vient du granit. Hein. Donc, si vous positionnez votre bâtiment sur une roche granitique, donc vous écrasez la roche et vous faites évaporer le radon. Et ça aussi, c'est dangereux. Donc, il faut toujours travailler par vide sanitaire au niveau du rocher granitique si on l'a. Le management et l'entretien et la maintenance. Donc, tout ce qu'on a dit, il sera référé par rapport à des équipements et que ces équipements-là, ils ont des durées de vie, travailler l'usage de ces équipements-là. Et de l'autre côté, par exemple, si vous mettez en place de la gestion de la téléprésence, donc automatiquement, il faut que l'usager sache travailler avec ces outils-là. Et puis, si vous lui indiquez que son bâtiment est traversant, donc la notion de ventilation elle est très importante. Donc voilà à peu près ce que je peux dire au niveau de l'ensemble des cibles architecturales. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet au niveau des exemples qui parleront soit de la ville durable, soit de l'architecture environnementale. À chaque fois, il y aura dans un projet certaines référentiels qui ont été utilisés et réalisés. Par exemple, dans la ville d'Argenteuil, où il y avait un projet de développement en concomitance avec un plan paysage. Donc, ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est d'avoir une analyse du territoire. Et on voit que sur la photo à droite, il y avait une ceinture verte avec la Seine. Donc, la ville d'Argenteuil, elle est à peu près à 45 km de Paris, si on peut dire, avec la ligne Saint-Lazare. Donc, cette ceinture verte qui existe déjà. Et puis, de l'autre côté, à droite de la photo, on va se trouver avec d'autres parcs qui sont de part et d'autre. Et puis, il y avait un délaissé d'une autoroute qui était là, qui était abandonné. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais récupérer l'ensemble de ces délaissés-là. Et on va se trouver avec 340 hectares d'espace libre. Et ça va nous permettre de faire un triangle je veux dire, vert à l'intérieur du triangle économique qui était mis en place hein, par Paris La Défense, c'est Orly et puis Charles de Gaulle. Donc on a un triangle ici, nous on se situe à ce niveau. Donc dans l'étude encore historique, on va voir que la ville fait partie de la Seine hein, au niveau de ce point-là, et puis comme si on avait une espèce de flaque d'eau avec des rides et qui montait pour la conquête des pentes de l'autre côté. Ce point où tout a démarré, c'est le berceau des impressionnistes. C'est là où Claude Monet a peint le pont d'Argenteuil et qui a été vendu en 1906 à 50 centimes pour acheter une baguette parce qu'il avait faim. Et ce même tableau, il a été vendu à New York à 70 millions de dollars. Pour vous dire un petit peu qu'on est dans le berceau de l'impressionnisme, quelque chose de très très important. En bas, l'étude démographique en bas, elle démontre quelque chose de très, très important. C'est-à-dire, là, on a un maximum de jeunes. C'est là, on a un maximum aussi d'espace libre. Et c'est là où se situe l'ensemble de la population la plus défavorisée. Donc, voilà le projet qui va venir par la suite, cette triangulation un petit peu du paysage et du développement en concomitance. Donc voilà le plan, à l'époque on appelait ça le plan de développement, hein, c'est-à-dire le plan local de développement qui a remplacé le POS, le plan d'occupation du sol, et on voit à partir de la Seine, toute l'alternance, tout ce qui est foncé, c'est du développement, c'est-à-dire c'est du construit, et du vert, construit du vert, et on a toute la triangulation tout autour. Ça c'est un projet qui était primé, ça veut dire que cette ville, elle payait plus d'impôts locaux avant ce projet-là. Une fois qu'ils ont réalisé le projet, 5 ans plus tard, c'est la ville, on paye le moins d'impôts.
Là, la ville de Bouin dans le nord, j'en ai parlé la dernière fois. Là, on va expérimenter réellement ce que c'est que l'analyse inventive d'un projet de développement. Et ce qu'il faut savoir au niveau de cette ville, c'est-à-dire, elle était sur la route de la soie. Elle possédait un château. Le château n'existe plus. Et on l'appelle le Boin, ça veut dire que c'est le hameau dans l'être, ça veut dire qu'il existait une forêt. On a construit un château à l'intérieur d'une forêt, donc avec la Révolution française, on a détruit le château. Et on a construit un village à l'intérieur, donc ce qui restait comme forêt en bas, c'est ça. Et donc, c'est la ville natale de Matisse. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, l'influence du bleu et du blanc dans la peinture de Matisse, elle est issue du tissage. C'est-à-dire que les femmes, elles étalaient leur linge qui était bleu et blanc. Donc, ça l'a un petit peu, quelque part, influencé. Et c'est là où Coco Chanel, elle est venue apprendre la mode. Donc, c'est là aussi que, donc, comme je dis tout à l'heure, elle était sur la route de la soie, et c'est là, dans cette ville, que les tsars de Russie, ils venaient fonder leur écharpe. Donc, voilà tellement d'ingrédients qu'on va mettre en cuisine et qui vont donner un projet de développement. Ce qu'il faut voir, c'est que les ronds qui sont à l'extérieur, ils étaient les entrées du château, qui étaient à l'intérieur, et puis le village ancien, elle était effectivement juste entourant les traces du château. Et on a un rayonnement de l'ensemble des axes vers la ville. Donc tout ce qui est périphérique, c'est retrouver cette forêt de 2000 hectares qu'on a perdue du hêtre. Et puis l'industrie effectivement textile tout autour. Donc voilà à peu près une manière de partir d'une analyse inventive, de fouiner dans l'histoire et de ramener toute cette histoire en surface pour fabriquer un développement. Il faut savoir que cette ville, elle est passée de 35% de chômeurs à 5% de chômeurs. Et il a eu le premier Grand Prix européen de l'environnement. Donc voilà à droite un petit peu comment on a travaillé la partie château. Donc quand vous arrivez au niveau de l'extérieur, ce sont les aménagements au niveau des voies qui vont permettre à l'automobiliste de stabiliser sa vitesse jusqu'à rentrer à 10 pas, à 20 à l'heure au niveau du centre-ville. Ce sont par exemple des chicanes qu'on voit ici au niveau stationnement et des plantations et qu'on va alterner de l'autre côté et on ralentit progressivement la vitesse jusqu'à arriver au centre. Donc, comme vous voyez au niveau de la partie haute, c'est que j'avais supprimé complètement les trottoirs. Il n'y a plus de trottoirs dans cette ville. L'autre partie à gauche, au niveau de la ville d'Argenteuil dont j'ai parlé en premier lieu, je vous ai dit la dernière fois que j'étais parmi ceux qui ont cassé la dalle. Donc, voilà le schéma de la dalle qu'on avait cassée des années 60, 70. Et voilà le quartier, ce qu'on appelle le Val d'Argent, le quartier du Grand Zonson. Donc en bas, c'est juste le moulin d'orgement qui a été aussi travaillé dans la même logique paysagère. Et c'était un bâtiment qu'on avait réhabilité. C'est le restaurant le plus cher, je crois, en Europe. Il y a le menu qui est poétique, mais il n'y a pas de prix. Et c'était le restaurant de Marie-Antoinette. Donc il date du XIIIe siècle. La centrale thermique d'EDF, là, je l'ai mis juste pour encourager les jeunes à faire des concours. Ça a été un concours qu'on avait gagné en 98-99. Mais la chance qu'on avait, c'est ce qu'il faut introduire au Maroc, c'est que il y avait une sélection. Donc ici, il y avait Philippe Starck, il y avait Jean Nouvel, il y avait je ne me rappelle plus, 2 ou 3 autres ténors. Donc, il y avait 4 gros cabinets. Et après, elle mettait une équipe de jeunes. Il fallait qu'on mette tout le paquet. Donc, on a pris toute l'indemnisation et qu'on l'a donnée à une boîte de communication. Et nous, on a carburé pour sortir un projet, je veux dire, à la hauteur. C'est un projet industriel et que c'est une centrale thermique et que la durée de vie d'une centrale thermique est de, disons, 30 ans. Donc, au-delà de 30 ans, il faut la déboulonner et puis faire autre chose à la place. Donc, nous, on a dessiné plutôt des rues, c'est-à-dire on est ramené vers la Seine, on a ramené notre rue de l'autre côté, on a positionné notre bâtiment à l'intérieur. Ce que vous voyez à gauche, qui est une ellipse, c'est une centrale d'incinération des ordures ménagères qui a été dessinée par Philippe Starck. On voit la cheminée qui fait dans les 75 ou 80 mètres de haut à peu près, donc on voit l'ombre.
Donc, comme vous voyez ici, il y a un cône et vous avez une tangente. Quelles sont les initiales du paysage? Vous avez le feu, qui est l'incinération à côté. Vous avez l'énergie, qui est effectivement la centrale, et vous avez l'eau. Donc, cette triangulation, on a dit qu'on va se référer à la symbolique d'un cône. Donc, c'est Fujiyama qu'on a essayé de magnifier de façon symbolique, qui va représenter le volcan. Donc, on a dessiné effectivement le volcan. Donc, ça veut dire que c'est cette lave qui va sortir du fin fond de la Terre et que l'architecte, par la suite, il va utiliser pour faire de l'architecture de cette diagonale. Donc, la diagonale, vous la voyez ici. Vous avez le fioul qui arrive, donc qui arrive avec cette parcelle-là, et puis qui rentre. Et puis, on a montré de façon transparente aux lycéens comment se fabrique l'électricité. Il y a une dynamo qui était apparente. Donc, les photos, il date de 2000 à peu près. Donc c'est un projet qui nous a valu quand même l'inscription à la jeunesse architecturale française. Donc il est là et c'est ce qu'il faut faire pour encourager les jeunes, à mon avis, au Maroc. Un autre projet qui a fait aussi couler beaucoup d'encre, c'est la notion d'immeuble villa. Donc c'était un délaissé à Levallois-Perret. Et dans ce délaissé-là, il y avait 5 mètres sur 23 mètres de profondeur. Et on nous a dit que c'est impossible de construire. On n'a pas le minimum parcellaire. Donc on a dessiné le projet et on est allé à la mairie et on a demandé pourquoi c'est défavorable et quels sont les arguments que vous avez souligné pour que le projet ne soit pas autorisé. Donc, on a pris ces arguments, donc le minimum parcellaire d'abord, et ils ont justifié que le minimum parcellaire, il est inventé par rapport à la lumière. On n'aura pas beaucoup de lumière. Donc, nous, on a dessiné le bâtiment avec un logiciel LISE, et on a cherché partout effectivement de la lumière, et c'est le logiciel qui nous a permis d'avoir ce beau window et de chercher un maximum de luminosité et en travaillant laser sur l'arrière. Donc c'est un individu tout seul qui habite cet immeuble-là et que l'ascenseur, c'est lui qui tient le toit. Donc on est parti avec le refus de la mairie du permis de construire, on est parti au Conseil d'État et c'est le Conseil d'État qui nous a autorisé de réaliser ce projet-là. Donc voilà, juste pour justifier le fait que parfois il y a des règlements aberrants sur des choses qui datent depuis pas mal de temps et qu'on peut, par les technologies d'aujourd'hui, fabriquer des choses qui sont très importantes. Et ça nous a permis de dire à la mairie que peut-être on peut fabriquer autour d'une place plusieurs immeubles villas. C'est-à-dire chacun possède son ciel tout seul. Et ça, c'est un concept qu'on peut aussi, pourquoi pas, le mettre en marque. Donc, la ville nouvelle de l'Arbre, là on rentre au Maroc. Le territoire, il se situe entre Kinitra et l'Arèche. Et puis, il y a, au niveau de l'analyse du territoire, gestion de territoire, on va se trouver avec une triangulation, une lecture très logique de ce territoire-là, c'est-à-dire la partie qui va vers Tanger, la partie qui va vers Fès et la partie qui descend le long de l'Atlantique. Donc, l'idée, c'est d'analyser ce territoire-là de 300 000 hectares à peu près, et puis d'essayer de mettre en place une ville nouvelle, parce que c'était la commande. Donc nous, on a demandé à la puissance publique qu'on ne va pas utiliser la 1290, qu'on va inventer notre propre arsenal juridique. Donc en étudiant l'ensemble du territoire, ce qui va apparaître par rapport à l'ensemble de ce site-là, c'est la vocation agricole de ce potentiel qui est très important. D'où notre orientation vers l'agropole écologique. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu tous les secteurs qu'on a développés, mais tous ces secteurs-là, ils étaient démontrés statistiquement par rapport à la définition du besoin. Donc, qu'ils soient touristiques par rapport aux balnéaires, qu'ils soient culturels, qu'ils soient agro-industriels, et tout dans la transformation écologique et dans l'approche écologique par rapport à ce territoire-là. Après, on a mis en place la mise en œuvre de la ville nouvelle écologique dans le sens de la création de quelque chose qu'on n'a pas encore au Maroc, c'est un syndicat d'agglomération nouvelle. Donc, on va associer plusieurs communes, on va créer ce syndicat-là, parce que la durée de vie d'une ville nouvelle est de 30 ans. Et après, elle va rentrer dans le sens commun et elle va devenir une grande commune.
Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place effectivement ce système de syndicat d'agglomération commune qui sera géré par un établissement public. Donc, le site, c'est en limite Sidi Bourraba dans la partie basse et dans la partie haute, c'est Moulay Bousselham. Mais pour déterminer ce site-là, on a mis en place une cinquantaine de critères, exactement dans la même logique de Brasilia, sur les 300 000 hectares pour déterminer quels sont effectivement les centres émergents qui peuvent être candidats et sélectionnés potentiellement pour recevoir la ville. Donc, le premier qui est venu en tête, c'est Moulay Bousselham. Moulay Bousselham, on va se trouver dans ce territoire-là avec une problématique qu'on devait régler et qui est, à mon avis, la grande défaillance du foncier marocain, c'est qu'on a seulement 2% de privé, 11% de milk, et on va se trouver avec 73% de collectif. Donc, comment partir du collectif, des terres collectives, et de fabriquer une ville nouvelle à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est là où nous est venue l'idée, c'est-à-dire on va prendre l'ensemble des propriétaires, on va créer une SCI et que tout le monde, en fonction de la terre qu'il va ramener, ça va être son action. Et après, soit il reste pour la SCI, soit ils vend ses parts. Et c'est à partir de là qu'on a fait le montage juridico-financier, effectivement, de l'implantation de la ville nouvelle. Après, on est arrivé à composer, mais la composition, elle est juste de déterminer l'ensemble des écoquartiers et la trame urbaine à faire évoluer sur 30 ans. Donc, on va se trouver avec la forêt Mahmoura qui est là. Donc, c'est cette forêt qu'on a fait rentrer à l'intérieur et on a créé un ensemble de compositions par rapport à deux types de boulevards. Le premier boulevard, il a 80 mètres, qui va être un boulevard structurant multimodal, et un autre boulevard de 40 mètres. Donc la façade maritime avec tout ce qui est écotourisme, sport et loisirs. Et puis, vous avez le Merzaz Zarqab en bas pour la protéger. On a créé un centre international de l'écologie appliquée. Donc, tout est parti avec Moulay Bousselham. Et en fonction de la requalification du centre Moulay Bousselham, on est parti en linéaire sur, disons, 6 000 hectares. Donc, ça démarre avec 500 000 habitants et ça se termine à 2 millions d'habitants plus tard. Donc, malheureusement, là, ce projet-là est dans les tiroirs du ministère de l'urbanisme parce qu'avant, c'était une commande du Conseil national de l'aménagement et de l'urbanisme qui était rattaché au Premier ministre, mais qui n'existe plus. Voilà le boulevard de 80 mètres au niveau de son système central multimodal, les voies de dessert latérales, les 2 fois 2 voies, et puis vous avez les 30 mètres ou les 35 mètres à peu près de terre-plein central qui est une espèce de parc longitudinal. Ce qu'on voit à droite et à gauche, ce sont des logements sociaux. Donc, c'est une nouvelle façon de créer un logement social avec la convention signée avec les promoteurs pour fabriquer le logement social au Maroc qui est à 250 000 dirhams. Mais si on injecte 250 000 dirhams en plus, c'est-à-dire qu'on peut aller se débrouiller avec les mécanismes de développement propre au niveau de la communauté européenne ou autre, on va arriver à 500 000 dirhams. Donc, toute la partie environnementale, elle va être financée par le mécanisme de développement propre. Et puis, tout ce qui est structurel, il va être financé par la convention classique. Donc, voilà une typologie d'un logement social avec un jardin sur dalle, avec des terrasses végétalisées. Donc, il y a un minimum entre 5 et 10 mètres carrés de terrasses végétalisées pour chaque logement. Et puis, ils sont en alternance, hein, c'est-à-dire soit en duplex, en alternance ici pour laisser un petit peu la végétation pousser. Et puis, ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que c'est la même composition qu'on peut trouver avec le moyen standing et le standing dans une espèce de mixité sociale qui va différencier les choses. C'est le nombre de mètres carrés de terrasse qu'on va injecter et puis le nombre de mètres carrés de logements qui sont beaucoup plus importants dans les autres catégories. Voilà un petit détail.
Et voilà comment on a travaillé l'administration de traitement dont j'ai parlé la dernière fois, hein, c'est-à-dire la bâche à eau, les systèmes je veux dire, de compartimentage, des filtres, des pré-filtres, et puis comment on arrive avec la bâche à eau, combien en concomitance, ou bien en injection obligatoire pour payer les pénis-soins avec le concessionnaire. L'énergie éolienne avec une éolienne à axe vertical, hein, qui est très importante. On voit l'importance qu'on peut, quand on a effectivement 5 mètres carrés par seconde, on peut l'utiliser. Et vous voyez toutes les capacités qu'on peut avoir au niveau d'économie d'énergie. C'est-à-dire, si éolienne, petite éolienne que vous voyez ici, qu'on vous mettez sur le toit, elles vont vous ramener à peu près entre 8 000 et 12 000 kWh d'électricité par an, ce qui est énorme. Donc en bas, c'est toujours l'administration et la façon dont on va avoir le retour vers les toilettes. À droite, c'est le local poubelle. Là, l'écoquartier social d'Ain Hayat. Donc, nous, ici, c'est un concours que j'avais gagné en 2010 avec Leila Sqalli, architecte, et Abdallah Hibri, architecte, et qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire qu'on est parti aussi du principe que j'ai expliqué tout à l'heure de la ville nouvelle, c'est de dire on va partir avec les 250 000 dirhams de l'Amran, hein, pour le financement du logement social, et on va injecter 250 000 dirhams de la communauté européenne par le mécanisme de développement. Et il y avait deux parcelles, et donc on a domestiqué les deux parcelles, c'est-à-dire la voie pompier, on a laissé voie pompier ici, la voie qui existait dans le lotissement, on l'avait domestiquée pour créer un grand mail central, parce que ce qui fait défaut aujourd'hui au niveau de l'ensemble des équipements des logements sociaux, c'est l'espace public. Et en plus, c'est l'étroitesse effectivement du logement. Donc nous, on est parti du fait qu'on va mettre en place des logements à 60 mètres carrés minimum. Et de l'autre côté, on a domestiqué l'ensemble de ces opérations et on a injecté toute la partie environnementale. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je dis tout à l'heure, la partie environnementale elle est financée par le mécanisme de développement propre. On va voir tout ce qui est, je veux dire, plus marocain, hein, c'est-à-dire plus canadien. Donc on va vers le nord, on achemine l'ensemble de l'air. Et puis on l'a ramené au niveau de l'escalier et après on va ventiler l'ensemble des locaux à ce niveau-là. Donc, sur le toit, c'est le photovoltaïque, et puis chacun il va posséder son ballon. Et puis, il y aura une nouvelle manière de partager l'électricité et une nouvelle manière de gérer le logement social par un syndic proprement dit. Donc là, c'est l'entrée des Jadida, c'est toujours le même concept de l'écocité, hein, de loisirs. Je vais passer vite fait. Toute la partie éco-gestion, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Là, un lycée HQE à Znata, qui était travaillé, donc la partie extérieure. Donc on a ramené la trame de l'olivier qui existe déjà pour structurer l'ensemble de l'opération. Et puis c'est un œuf sculpté pour créer la cour et pour la ventiler, et avec une bibliothèque à l'extérieur. Et puis toutes les commodités sont latérales. Okay. Donc la façon de travailler un petit peu le patio, avec la ventilation est-ouest, et avec des fontaines sèches, et puis c'est pour l'hygrométrie de l'ensemble de l'opération. La partie jardin sur dalle sur l'extérieur, sur la partie toit, c'est pour la science et vie de la terre, c'est-à-dire permettre aux étudiants de faire de la pratique du jardinage, de la permaculture sur le toit. Donc on voit la bibliothèque à l'extérieur, on voit les photovoltaïques, on voit la ventilation est-ouest. Voilà, vite fait. On va monter sur la partie latérale. Là, c'est la partie concernant le long du boulevard. Et puis, vous avez la percée, effectivement, pour profiter de la ventilation est-ouest. On va monter, ça c'est l'entrée, on va monter sur la partie extérieure. Et puis voilà, vous avez l'image finale sur la bibliothèque et son puits de lumière et le toit. Très bien, je vous remercie.